Bonjour Alexandra. Bonjour. C'est toujours un peu paradoxal d'interviewer un musicien parce que normalement sa musique devrait suffire, n'est-ce pas? Oui, et puis on est toujours, enfin, on se sent toujours un peu fade quand on dit les choses avec des mots. Un Et musicien, il s'exprime avec son piano, son accordéon, sa flûte, mais avec les mots, c'est plus difficile, c'est plus laborieux. tu as coutume de dire, enfin, dans des interviews que j'ai lues de toi, où la musique commence quand les gens arrêtent, quand les mots arrêtent en fait, quand on cesse de parler. Le meilleur d'Alexandre Tarot, c'est quand il est au piano, mais il se trouve que Oui. tu as écrit aussi. Alors, il y a plusieurs questions Oui. en même temps. Euh, oui, la musique, elle démarre quand on arrête de parler, c'est vrai, quand elle sort du silence et elle crée, comment dire, je pense qu'on parle trop. Mhm. Je pense qu'on parle trop. Ici, on est à la Philharmonie de Paris. Les concerts à Paris, ils commencent toujours dans une espèce de brouhaha. Parce que les gens parlent, ont parlé toute la journée, ont été envahis de mots, d'informations, de commentaires. Souvent, à Paris, comme dans beaucoup de capitales d'ailleurs, les gens viennent aussi pour ajouter leurs commentaires à l'entracte, à la fin du concert. J'aime pas les entractes d'ailleurs, parce que les entractes donnent justement une ouverture sur des C'est le commentaires. retour du bavardage, comme ça. Ouais, le retour du bavardage, ça. Et ce n'est pas facile d'arriver à rentrer dans un silence. Le silence, c'est pas de bruit, c'est un silence, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on pourrait parler du petit moment juste avant d'entrer sur scène? Puisque tu dis qu'entrer sur scène, c'est revenir à la maison, tu as tes repères, ton plaisir, ta joie, ton bonheur même. C'est Juste aussi, avant, c'est quoi? c'est aussi retrouver des gens qu'on aime. Quand je joue à Paris, il y a certaines personnes qui viennent m'écouter depuis 30 ans, Ah, c'est fou. même plus. C'est un lien. Donc oui, il y a vraiment un lien. Alors on se connaît pas, on connaît nos visages, on se voit parfois juste à la signature de disque après, puis on se voit vieillir. C'est Et émouvant. c'est quelque chose. Et donc retrouver ces gens-là, c'est un rendez-vous. Donc quand on a un rendez-vous avec quelqu'un qu'on aime, on a un peu le trac, le cœur Mhm. qui bat. On n'a pas envie de décevoir. On n'a pas envie de décevoir, absolument. On n'a pas envie de décevoir. Et puis il y a du désir. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce que le désir, j'allais presque dire la couleur du désir, a changé avec Alexandre Tarot il y a 20 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui évolue dans cette notion du désir? C'est comme les vieux couples, hein, au bout de 20 ans, 30 ans, au bout de plusieurs décennies, le désir il est très différent, il se situe ailleurs, il est plus souterrain, on se regarde et on se reconnaît, on est juste heureux d'être là, de partager un moment sans qu'il y ait forcément d'éclats, de bouquets de fleurs, comme on peut s'offrir des fleurs aussi, mais Mhm. voilà, il y a peut-être moins de surprises, mais il y a l'étonnement d'être toujours dans le désir, justement, d'avoir cette petite flamme qui nous anime, qui est là autour de nous, parce qu'au fond, quand je viens donner un concert, c'est pour partager la musique, celle que j'aime, là en l'occurrence Beethoven, puis nous retrouver autour de ce moment-là. Ce moment-là, ce rituel-là est le même, mais nous on a changé, encore une fois, on a vieilli, on a toute notre vie qui a pris beaucoup d'importance, à toute notre expérience qui est là, mais cette expérience, elle se traduit par l'écoute du public. Cette écoute, elle s'est façonnée avec ces années qui sont passées. Mais mon son aussi a changé. Et donc, ce rendez-vous-là, c'est aussi pour se rendre compte où on en est au fond. Voilà, où on en est, nous tous, ensemble, mais aussi chacun. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose comme ça, quand je joue à Paris, c'est de. Cette, ce sentiment de comment on fait un check-up, tu sais, pour la Ouais. santé, là, Un on bilan de jamais, mais santé. voilà, c'est un petit bilan. Alors, où en sommes-nous? Oh, bah ouais, toi, t'as un petit problème de cœur, moi j'ai un petit machin. Mhm. Et voilà, et on est là, et on écoute la musique dans un silence, ce silence qui a pris un certain fond, une certaine
oui, une certaine profondeur avec nos années. Et voilà, c'est comme je ne vais pas faire trop de métaphores, des amis qui se retrouvent une fois par an. Alors, tu parles de rendez-vous. On a l'impression, maintenant que tu viens d'enregistrer ce formidable Beethoven, opus 109, 110, 111, on a l'impression que tu avais rendez-vous avec ces œuvres. Est-ce que je me trompe? Puisque tu les jouais quand tu avais 13 ou 14 ans déjà. Oui, alors Comme si elles t'attendaient un peu. Quand on joue des œuvres depuis longtemps, il arrive un moment où on se dit, bon, il faut les enregistrer. Si on a la chance d'avoir une maison de disques. Là, il faut. C'est pas que c'est le moment, c'est peut-être jamais le moment d'enregistrer les dernières sonates de Beethoven, mais il faut que ça sorte, c'est pas possible. Ça macère depuis des années, il faut que ça sorte. Un rendez-vous, je sais pas, tout n'est pas rendez-vous non plus. Non, mais dans le sens, tu sais, les alpinistes, ils disent les 8000, ce sont des rendez-vous. Il arrive un moment dans une carrière d'alpiniste, tu dois faire un 8000. Est-ce que l'opus 109, 110, 111, c'est pas des 8000 du piano? C'est des 50 000. 50 000 et en même temps quelque chose d'assez retenu, c'est-à-dire que quand on écoute les 3 dernières sonates de Beethoven en concert, le temps s'étire. On a l'impression que chaque sonate fait 3 quarts d'heure. 22, 23 minutes, c'est très court. Il y a tellement de musique, tellement de charge émotionnelle, et il a voulu chercher tellement de choses inédites dans cette musique qui paraît encore aujourd'hui très moderne, que voilà, l'auditeur est sollicité presque à chaque mesure. Donc voilà, ce sont des Everest, on utilise un peu de manière populaire, mais bon, voilà, ça se comprend. On gravit quelque chose en tout cas. Et en même temps, des sonates très courtes. Un concert avec les 3 dernières sonates de Beethoven, ça dure une heure. Il se trouve que ces œuvres-là ont une particularité, ce sont des œuvres de la fin de vie d'un compositeur qui n'entend plus rien. Est-ce que tu as une idée de ce qu'il pouvait quand même entendre, lui? Oui, il y a un disque qui a été fait en Allemagne, et à l'aide de logiciels qui permettent d'entendre ce que Beethoven, je ne sais pas si c'est un lapsus, ce que Beethoven aurait entendu à la fin de sa vie. En plus, année par année, enfin quelque chose de très précis. Donc qu'est-ce qu'il entend de ces 3 quelque chose de très lointain. Aussi avec de temps en temps des craquements, des distorsions de son. Ça peut expliquer ces fortissimo gros. Fortissimo, oui, qu'il avait déjà dans sa jeunesse. Bien sûr. Mais qui sont. Les oppositions, elles sont. Aussi, il écrit beaucoup dans l'aigu et dans le grave, ou parfois uniquement les mains très serrées dans le médium. Dans le médium, ouais. C'est assez impressionnant. Ce qui est impressionnant surtout pour l'interprète que je suis, c'est de jouer cette musique que Beethoven n'a pas entendue finalement, qu'il a pu reproduire dans sa tête. Mais puisqu'il écrivait du piano, il était là au piano et c'est pas ça qu'il entendait. C'est quand même vertigineux. C'est une œuvre aussi où la fureur et la surprise sont constamment présentes. Est-ce que je me trompe pas? C'est vrai. Beaucoup de... Et d'une liberté incroyable. Beaucoup de liberté. Il casse les règles. C'est presque comme Mendelssohn qui, lui, commence un thème et puis paf, il nous emmène sur autre chose. Là, c'est vrai que Beethoven n'a jamais été aussi loin dans les surprises, comme ça, presque à chaque système. De la fureur, oui. On a l'impression que cet instrument qu'est le piano, et pourtant qui est bien plus fort que le piano qu'il avait à l'époque, mais n'arrive toujours pas à faire trembler les murs comme il le voudrait. Il y a aussi beaucoup de tendresse. Beaucoup de mélancolie sur un passé perdu, et aussi le pressentiment de la mort qui arrive. On a l'impression que tout d'un coup, j'allais dire, on voit, c'est un peu idiot, mais l'au-delà. C'est-à-dire, il y a un rapport à la mort très présent dans ça. Tu as d'ailleurs souhaité dédier cet enregistrement à ton papa qui t'a quitté. Ouais. C'est donc que tu as perçu cette question de la mort, du déchirement, de l'éloignement dans cette œuvre-là? Oui, enfin, surtout, tous mes disques solo, je les dédie à quelqu'un. Et je ne me pose jamais la question, ça se fait de manière naturelle. Là, c'était naturel que ce soit pour mon père, qui aimait aussi la musique germanique de cette époque, Beethoven, Schubert.
mais ça n'avait pas à voir avec sa mort. D'ailleurs, est-ce qu'il est mort? C'est pas parce que quelqu'un disparaît qu'il n'est pas là. Oui, moi je sais pas, je ne fais plus de drame avec la mort. Et la mort m'intéresse beaucoup. Je suis un passionné d'EMI, d'expérience de mort imminente, par exemple. Et ce qui m'intéresse justement dans cette musique, principalement dans l'opus 111, c'est l'impression, en tout cas quand je suis sur scène, qu'il y a quelque chose qui s'élève. Je ne fais pas de sortie de corps, j'aimerais bien vivre cette expérience, ouais, j'aimerais beaucoup qui n'aimerait pas un arrêt cardiaque un jour pendant 5 minutes, et puis connaître cette expérience, parce qu'après on n'a plus peur de la mort, déjà c'est pas mal, et puis parce que c'est quelque chose d'extraordinaire d'aller de l'autre côté. C'est-à-dire d'aller voir de l'autre côté du rideau. Exactement. Et donc là, dans cette dernière sonate, Beethoven, pression un peu comme les gens qui sont en train de mourir et qui voient telle ou telle personne dans la pièce alors qu'elles n'y sont pas. Qui est déjà, on a l'impression, pour certaines personnes qui sont vraiment à quelques heures ou quelques jours de la mort, on a l'impression qu'elles ont déjà mis un pied là-bas, elles sont là, mais elles nous ont déjà quittés, mais elles sont aussi paisibles parce qu'elles voient que quelque chose arrive de très finalement sécurisant. Il y a une lumière très particulière dans cette contemplation de ce qu'il y a après, quoi, qui touche les gens qui vivent ça. Eh oui, toutes les personnes qui ont une expérience de mort imminente nous parlent aussi de ce tunnel, de cette lumière qui nous envahit et qui est très réconfortante. Je ne dis pas qu'on la ressent dans cette musique de Beethoven, mais il y a quand même quelque chose à la fin de l'opus 111, dans les dernières pages, qui nous illumine, qui se lève et qui nous illumine. Voilà. Je ne veux pas faire trop de liens. Non, on n'est pas dans la simple biographie d'un événement sur un autre. Voilà, je sens quelque chose et ça m'intéresse. Tu fais toujours de la méditation? Je fais beaucoup de méditation, mais j'en ai pas fait ce matin. Ça te manque? Je suis un peu fatigué, oui. Une question maintenant sur tes projets. Je suis troublé de voir que tu n'as... Peut-être que je dis une grosse bêtise et tu vas me corriger. Tu n'as jamais enregistré Schumann? Non. Warum? Le moment n'est pas venu? Non, mais en te regardant, ça me donne envie de... Le répertoire est tellement gigantesque. J'entends le répertoire déjà de Schumann, enregistrer son intégrale, c'est presque 10 compact disques. Bien sûr. Le Liszt, n'en parlons pas. Prenons juste la période romantique. Chopin, Liszt, Schumann, Beethoven, une vie ne suffit pas, c'est ça. Donc comment faire quand on avance dans la vie et qu'on se dit, bon ben là il me reste combien de temps à vivre, je sais pas combien, mais même si je vis jusqu'à 100 ans, je n'aurai pas le temps de jouer tout ça. Donc on va vers les œuvres qui nous appellent le plus, et c'est compliqué parce que ça veut dire mettre au placard tout un pan du répertoire. Alors, j'ai pas mis au placard Schumann, je le joue très souvent en concert, alors attention parce que le répertoire du disque ne correspond pas forcément à ce que l'on joue en concert. Les scènes d'enfants, je les joue, c'est un exemple, mais je joue depuis des années très souvent sur scène. Mais tu ne les as pas enregistrés? Non. J'ai l'impression qu'enregistrer aussi, il y a quelque chose de l'ordre de... Il est temps d'abandonner cette chose-là, ou comme j'allais dire une bêtise, une grossesse, une délivrance plutôt. Est-ce qu'il y a de cet ordre-là ou pas du tout? Oui. On enregistre pour s'en défaire d'une obsession. D'une obsession, oui, c'est vrai. Mais c'est pour mieux se rapprocher de l'œuvre aussi. Quand on termine un disque, prenons ces sonates de Beethoven, je sors de studio, il y a après 6 mois de montage, mais aussi pour trouver le meilleur son, c'est énormément de travail. Puis une fois qu'il sort, il ne nous appartient plus. D'accord. Mais dès que je suis sorti de studio, moi j'avais déjà envie de jouer ces sonates à nouveau, de les enregistrer. C'est une étape dans une vie. Donc c'est en effet accoucher d'un travail, mais c'est pas pour oublier les œuvres ou s'en séparer. Est-ce que ça arrive qu'on rentre dans un studio, qu'on commence le travail et qu'on se dise c'est pas le moment, c'est trop tôt, c'est trop tard, ou est-ce que quand on arrive en studio, on a déjà résolu cette question? Pas pour moi, parce que vraiment mes enregistrements, je les prépare des années à l'avance. Donc il y a une espèce de soulagement quand j'arrive en studio. Ah mais tu vois, soulagement. Ça se passe très mal. Attention, les enregistrements, mais je crois que c'est pour tout le monde pareil. On est là, on se dit quel métier on fait? Qu'est-ce que je fais là? Ouais.
Mais il y a le soulagement, en tout cas, là je parle de mon histoire personnelle avec le studio, soulagement d'arriver enfin à pouvoir enregistrer un disque auquel on pense depuis 10, 20 ans. Ma dernière question, elle est traditionnelle. Est-ce que tu aimes chanter? Je chante tout le temps, mais je chante comme une patate, tu vas pas me faire chanter, hein. Non, 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 il n'est pas question. Mais c'était... Et tu aimes danser? J'aime danser et je danse comme une patate. Enfant, je faisais de la danse classique et j'adorais ça. Oui, avec ta maman. Ouais. Ouais. Mais là, non, vraiment, c'est une catastrophe. Merci et encore bravo pour ce magnifique travail. Merci, Michel.